Bonjour à tous. Le dispositif Jeanbrun, depuis quelques semaines, on en entend parler partout. Certains le présentent comme une révolution fiscale de l'immobilier, d'autres le descendent en flammes. Alors, entre l'enthousiasme aveugle et la critique systématique, on a du mal à savoir où est la vérité. Alors, pour y répondre, moi, j'ai invité ce que je considère être la personne idéale sur cette question, Pierre-Emmanuel Jus, que j'ai déjà invité il y a déjà quelques temps à Passion Immo. C'est un professionnel de l'investissement immobilier. Il est directeur délégué de la société Maslow. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'exprime toujours sur les questions fiscales et d'investissement avec sérieux, pertinence. Bon, bref, c'est pas quelqu'un qui vient là pour vendre du vent. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement chez lui. Alors ensemble, on va décortiquer le Jeanbrun, le mécanisme d'amortissement en particulier qui est l'originalité du dispositif. On va identifier les profils qui ont vraiment intérêt à se pencher sur ce Jeanbrun. Et surtout, Pierre-Emmanuel va nous révéler la typologie des villes où le Jeanbrun sera redoutablement efficace, puis à contrario, peut-être les villes où il sera moins intéressant de se focaliser sur ce type d'investissement. Passion Immo, c'est parti. Avant de démarrer l'interview avec Pierre-Emmanuel Jus, j'ai une petite annonce à faire. Le dispositif Jeanbrun, c'est un dispositif complexe. Donc, pour ce faire, j'ai travaillé suffisamment sur la question. J'ai également étudié quels étaient les éléments qu'il fallait mettre en avant concernant ce dispositif et j'ai rédigé une fiche complète sur le Jeanbrun. 7 pages. Bref, si vous avez des projets d'investissement et que vous vous demandez si le dispositif Jeanbrun est éventuellement fait pour vous, je vous engage tout simplement à aller télécharger cette fiche pratique. Elle est gratuite. J'ai mis les liens dans les notes de cet épisode. Vous pouvez donc aller les consulter et aller télécharger cette fiche. Allez, maintenant, on va s'intéresser à l'interview avec Pierre-Emmanuel Jus. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour Eric. Alors, nous allons parler du dispositif Jeanbrun. Le dispositif Jeanbrun, voilà, qui est dans les tuyaux depuis très peu de temps, parce que la loi de finances, elle a été publiée au journal officiel il y a seulement quelques semaines. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il laisse pas indifférent. Soit il est porté au pinacle de manière presque un peu folle, soit il est démoli comme jamais. Il y a peu d'opinions contrastées sur le sujet. Alors, moi, je vais démarrer par une question qui est pas nécessairement simple. Moi, je me suis rendu compte d'un truc en voulant présenter le dispositif Jeanbrun, c'est que peut-être contrairement à d'autres dispositifs, il n'était pas facile de le présenter en 2-3 minutes à quelqu'un, voilà, qui voudrait avoir un regard. Alors, je vais te transmettre la patate chaude. Est-ce que tu es capable en 2-3 minutes de le présenter ? Oui, alors ce qu'on peut dire effectivement déjà, c'est que c'est un dispositif qui est complexe à comprendre pour le commun des mortels. Donc nous, on s'adresse à des investisseurs, donc certains vont être plus avertis. Ce que l'on peut dire sur ce dispositif, c'est un dispositif qui est fait pour encourager l'investisseur privé à investir dans l'immobilier nu. L'immobilier nu, c'est quoi ? C'est acheter un bien, neuf ou ancien, et le louer à une famille qui va en faire sa résidence principale, sans les meubles. Donc ça vient à contrario du meublé. Donc investir dans la location nue. Et puis, si j'accepte de respecter des plafonds de loyer, je vais avoir un encouragement fiscal. Il y avait des encouragements fiscaux qui étaient simples à comprendre avant. J'avais un montant d'investissement, j'avais une réduction d'impôt. Là, c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que je vais avoir la valeur de mon bien qui va être divisée. On va pouvoir amortir le bien et donc finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir ne pas payer d'impôts sur les loyers qu'on va générer. Donc c'est le premier avantage fiscal de ce dispositif Jeanbrun. Et puis je vais pouvoir aussi creuser un petit peu de déficit. Je vais pouvoir effacer un petit peu une partie de mes revenus salariés, mes autres revenus. Et ça va me générer une économie d'impôts. Donc ce dispositif fiscal permet d'investir dans le neuf et dans l'ancien. Il y a des engagements à respecter. Résidence principale du locataire, location à minimum pendant 9 ans,
Et puis si j'accepte ces plafonds de loyer, on va en parler en fonction des zones, eh bien je vais pouvoir avoir l'effacement de l'imposition sur les loyers que je crée, et deux, une économie d'impôt, et ça sur une très longue durée. Voilà un petit peu comment j'expliquerai peut-être simplement le dispositif Jeanbrun. Bon, objectif rempli. Je pense qu'on comprend à peu près comment les choses vont se situer. Après, c'est vrai que quand on commence à ouvrir le capot pour Super d'Astérix. c'est un peu plus compliqué, il faut reconnaître. Alors, peut-être que je fais erreur, mais chez Maslow, je crois que vous accompagnez surtout pour faire de la location meublée. Je crois que ça représente environ les deux tiers, 80% Ouais, plus de 80% des ventes. plus de 80%. Bon. Donc, plus de 80% des ventes sont des ventes pour faire derrière du meublé. Donc, quelque part, on pourrait dire que vous pourriez vous désintéresser du Jeanbrun. C'est pas tout à fait le cas. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement Maslow s'intéresse au Jeanbrun et va s'y intéresser pour les mois qui viennent? Ben, tout simplement parce que avant, les ventes étaient aussi équilibrées entre la location nue et la location meublée. Nous, on est là pour apporter les meilleurs conseils aux clients, et ça fait plus d'une année, enfin presque 2 ans, qu'on n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle était la meilleure façon d'investir dans l'immobilier, d'avoir un rendement net proche du rendement brut, c'était la location meublée. Et qu'aujourd'hui, la fiscalité, en tous les cas, l'impôt que je payais ne me permettait pas de venir payer une partie de mon projet. Alors évidemment, il y a des niches fiscales qui existaient. Si on parle d'investissement immobilier, des super niches comme le Malraux et le monument historique, mais qui concernent quelques centaines de personnes en Oui. France par an. Le dispositif de Normandie, qui avait aussi ses avantages on va dire dans l'investissement ancien, dans des zones qui sont vraiment déterminées. Il fallait faire un peu le ménage dans les zones, donc voilà, fallait être très très pertinent. Mais toujours est-il qu'il n'y avait pas aujourd'hui de pendant, c'est-à-dire qu'à chaque fois la location meublée gagnait. Et donc à partir du moment où à chaque fois elle gagne, et ben tout simplement on faisait plus de ventes dans le nu, ou vraiment par accident. Donc en fait les 80% de meublés viennent parce qu'il n'y avait pas de proposition en location nue, il n'y avait pas de comparaison à faire, parce qu'à chaque fois qu'on faisait une comparaison, la location meublée gagnait. Là D'accord. aujourd'hui, on va pouvoir se poser la question, parce que certains contribuables vont avoir un intérêt à s'y intéresser. Et donc, peut-être que la balance, c'est toujours le client et l'investisseur qui décident. Et peut-être que la balance va tomber cette fois-ci sur la location nue en fonction de la typologie des clients, parce que le dispositif Jeanbrun, statut du BR privé, n'est pas fait pour tout le monde. En tous les cas, il y a des grands gagnants, en tous les cas des gens qui gagnent plus que d'autres. C'est-à-dire que, contrairement à d'habitude, le même appartement acheté par deux contribuables différents ne va pas leur revenir au même prix. Et c'est ça qui est un peu particulier à comprendre pour ceux qui découvrent l'investissement. Pour ceux pour lesquels c'est le premier investissement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Et pour les plus anciens d'entre nous, ça ressemble à des dispositifs passés, comme le dispositif d'Eurobien, par exemple, qui a une vingtaine d'années. Oui, Et ça donc il ressemble parle beaucoup pas à ça. nécessairement à tout le monde. Ça fait 12 ans qu'on n'avait pas de dispositif avec Ouais. le système de déduction. Donc tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier depuis d'investissement depuis moins de 12 ans, Mhm. forcément sont un peu perdus. Mhm. Juste question comme ça au passage, tu accompagnes sur du Malraux ou du de Normandie ou c'est vraiment très marginal? C'est à la marge. Aujourd'hui, moi, je suis en architecture ouverte, donc ça veut dire que je peux aller chercher Ouais. des produits dans cette typologie-là, mais c'est vraiment des ventes par accident. Ouais. Alors, on va retourner sur le Jeanbrun. On va positiver parce que moi, c'est un petit peu ma nature et puis je pense que tu es le même sur ce plan. C'est fait pour qui fondamentalement? Parce qu'à contrario, on se doute qu'un dispositif comme ça, il n'est pas effectivement fait pour tout le monde. Mais on va peut-être laisser ça de côté. C'est qui la cible de ce dispositif? À la fois sur le plan du choix de l'investissement, puis également fiscalement. Oui. Alors, le pour qui, je vais y répondre, Eric. Il y a d'abord le pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'on est dans une crise immobilière sans précédent, et qu'aujourd'hui, on a besoin de construire des logements en France pour loger les gens. Ça, c'est le premier point. Donc, et ce dispositif fait consensus dans la profession au départ sur sa construction, d'abord sur le constat, c'est-à-dire que la ministre Valérie Létard, qui a quitté le gouvernement au dernier remaniement, a travaillé pendant 3 ans avec toute la profession. C'est-à-dire l'ancien, le neuf, ce n'est pas un dispositif à la base qui est destiné uniquement aux neufs et aux promoteurs. Et l'idée, c'était de créer vraiment un statut
D'ailleurs, on va en reparler. Ce n'est pas une loi de finances, c'est pas une loi fiscale, c'est pas la loi d'Eurobien, la loi Cellier, la loi Pinel. C'est bien un changement du Code général des impôts. Donc, ça donne un statut sur une longue période aux propriétaires bailleurs qui logent les gens. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a une crise immobilière, une crise du logement qui est apparue depuis fin 2022, notamment dans la construction neuve, sur lequel, aujourd'hui, pour construire des logements, on a besoin de différents interlocuteurs. On a besoin de gens qui achètent ces biens neufs pour en faire leur résidence principale. Et il y a des encouragements à ça, notamment via le prêt à taux zéro, qui a fonctionné, fonctionne et fonctionnera toujours. Donc on a un encouragement aujourd'hui pour acheter sa résidence principale dans le neuf. On a les bailleurs sociaux qui achètent aussi en bloc pour créer du logement intermédiaire en France. Ça, c'est le deuxième interlocuteur pour sortir une promotion immobilière. Et enfin, il y a l'investisseur privé. Et cet investisseur privé, il représentait jusqu'à 45-50% des ventes dans la construction de logements neufs. Et puis, les taux sont passés de 1 à 4%. On connaît tous l'histoire. Tu as fait des podcasts sur le sujet. Et plus d'avantages fiscaux, un matraquage aussi fiscal qui était important pour l'investisseur dans le nu, qui voyait son rendement net fondre comme neige au soleil. Donc, ils ont disparu du marché. On est passé de 60 000 ventes post-Covid, et même avant Covid, en 2019, c'est la même chose, à des investisseurs privés dans le neuf, à 9 500 ventes l'année dernière. Il y a 9 500 Français qui ont acheté un appartement pour le louer dans le neuf, en nu, en 2025. D'accord? Donc, il n'y a plus de marché. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus personne. Donc, la réaction est de dire comment on réintéresse les gens à l'investissement dans le locatif, et ce qu'ils ont besoin, c'est de lisibilité et de sécurité. Donc, la lisibilité, c'est donner de la lisibilité fiscale. Donc, pas de changer les règles tous les 4 matins. Donc, voilà. Et donc, là, l'idée, c'est... Et puis, il y avait aussi un avantage sur la location meublée, qui avait déjà été amoindri, notamment pour concurrencer la location courte durée, le Airbnb, ce phénomène de location meublée qui devenait concurrentiel finalement entre elles, mais le nu perdait à chaque fois, je l'ai déjà dit. Et donc là, l'idée, c'était de se dire comment on rapproche la fiscalité du nu et du meublé, de donner un statut au bailleur privé, celui qui loge les Français en France, et lui donner une certaine sécurité et lisibilité dans le temps. Aujourd'hui, donc, quand on parle de location nue, ça veut dire qu'on parle de revenus fonciers. Donc, on va déclarer ses loyers, on va déclarer ses charges, et à un moment donné, on va avoir un bilan. Et ce bilan, il est imposé en France. La fiscalité sur la location, elle est fortement imposée. C'est notre tranche marginale d'imposition. Donc, plus on a une tranche élevée, plus on paye d'impôts. Et puis, c'est saupoudré de CSG, CRDS. Donc 17,2, ça reste d'ailleurs 17,2 pour les revenus fonciers. Et donc, quand tu es dans une tranche à 30, aujourd'hui, ton bilan, il est imposé quasiment à la moitié. Donc, tu perds la moitié de ton bilan dans les impôts. Donc, le statut du bailleur privé, il est fait pour qui? Je réponds à ta question. Il est fait pour les gens qui vont avoir une fiscalité qui va être forte, notamment pour les tranches élevées. C'est-à-dire les gens qui sont dans une tranche à 30, à 41, à 45, eux vont avoir un avantage fiscal qui va être important. Celui qui est dans une tranche à 45 va avoir un avantage fiscal plus important que celui qui est dans une tranche à 30. Et celui qui a déjà des revenus fonciers, c'est-à-dire je perçois 10 000 euros de loyer par an sur un investissement locatif que j'ai 5 000 euros de charges entre mes intérêts d'emprunt et ma taxe foncière, j'ai un résultat que je déclare à l'administration fiscale de plus 5 000, et bien là je perdais la moitié dans la fiscalité. Au moins la moitié, voire 60%, 62% pour ceux qui sont dans la tranche la plus haute. Et bien là, je vais pouvoir effacer ces revenus passés. Donc plus je suis dans une tranche élevée et plus aussi j'ai des revenus fonciers positifs, plus le dispositif Jeanbrun va être favorable pour moi. Le même contribuable qui va acheter le même appartement, deux contribuables qui vont acheter 2 appartements, ça va pas leur revenir au même prix. Le loyer va pas changer puisque je dois respecter des plafonds. Par contre, le crédit va pas changer. On va imaginer qu'ils empruntent la même somme au même montant. Par contre, l'avantage fiscal, lui, va faire que le coût de revient ne va pas être le même. Bien. Alors, est-ce que donc ça veut dire on a des pouvoirs publics qui ont plutôt ciblé ici l'investisseur avec des hauts revenus, voire des très hauts revenus? Je suis pas certain que ce soit. Alors, d'une part, je suis pas certain que ce soit l'objectif du législateur. En fait, c'est à partir du moment où on passe par un phénomène de déduction fiscale. La réduction, c'est assez facile à comprendre. J'achète un appartement à 200 000 euros, je réduis de 2% par an, je fais moins 4 000. Que je paye 10 000 euros d'impôts, 5 000 euros d'impôts, que j'ai une tranche à 30 ou à 45, en fait, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Dès que je suis sur un phénomène de déduction, je vais déduire de mes revenus. Donc en fait, mes revenus, ils sont d'abord imposés à 11, puis à 30, puis à 41, puis à 45. Donc si j'efface des revenus, j'efface toujours ceux qui sont le plus imposés.
Donc c'est plutôt le phénomène de déduction qui fait que c'est orienté et ciblé vers les hautes tranches. Pour concerner le plus de monde, c'est de la réduction. C'est pas tout à fait la même chose. Si je vais prendre un exemple, la garde d'enfants, par exemple, c'est de la réduction. Donc que j'ai une tranche élevée ou que j'ai pas une tranche élevée, on a tous la même réduction pour garder des enfants. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, celui qui est le plus fortement imposé va être le plus gagnant. Après, celui qui est le plus fortement imposé est peut-être celui aussi qui a les moyens d'investir en dehors de sa résidence principale, de faire un investissement locatif ou plusieurs investissements locatifs dans le temps. Et donc aujourd'hui, soit c'est de l'épargne publique qui construit des logements, soit c'est de l'épargne privée. Et donc si on attaque l'épargne privée, eh bien c'est peut-être ceux qui ont le plus les moyens qui peuvent se permettre. Moi, c'est pas de la politique, c'est pas une analyse politique que je fais, c'est juste que c'est fléché vers les gens qui ont les moyens aujourd'hui d'investir. Et donc ceux qui ont les moyens d'investir aujourd'hui, ils ont le choix. Soit je fais de l'épargne bancaire, de l'épargne financière. Et donc aujourd'hui, si on compare un produit immobilier qu'on va considérer comme un produit sécurisé ou sécurisant, il faut qu'il rapporte plus que l'assurance vie en fonds euros. Donc si aujourd'hui je peux investir de l'épargne tous les mois, est-ce que je vais choisir d'aller sur de l'assurance vie sécurisée ou est-ce que je vais flécher mon épargne moi vers l'investissement locatif? Il faut que le rendement soit attractif pour que je surperforme les produits bancaires. Et donc j'ai le loyer que je perçois moins la fiscalité, d'accord? Donc il faut que ce loyer que je perçois plus la fiscalité soit plus intéressant que l'épargne financière. Alors, le cœur du dispositif, c'est la technique de l'amortissement que ceux qui font du meublé connaissent bien. Est-ce que tu pourrais expliquer cette technique de l'amortissement ici qui va s'appliquer pour ceux qui sont un peu néophytes sur cette question et qui voudraient savoir comment les choses vont s'appliquer? Oui, alors il y a plusieurs niveaux d'amortissement, donc je vais essayer de faire simple. Donc aujourd'hui, quand on achète un appartement, on va prendre un appartement neuf de 200 000 euros. Eh bien, ces 200 000 euros, je vais avoir le droit d'amortir 80% de la valeur du bien, donc 160 000 euros. Je vais déclarer tous les ans mes recettes, c'est les loyers que je perçois. Enfin, je vais passer mes charges, mes intérêts d'emprunt, ma taxe foncière, mes charges de copropriété, toutes les dépenses qui sont liées à mon appartement. Et chaque année, en plus de ces dépenses-là, je vais pouvoir passer une quote-part comptable de mon appartement en fonction des loyers que je vais pratiquer. Donc, le loyer dit intermédiaire qui correspond au loyer Pinel, au loyer LLI, voilà, et ben je vais avoir le droit de pratiquer 3,5% de ce montant chaque année. Et donc je vais déduire ces 3,5% en plus de toutes mes charges. Et donc je vais me retrouver évidemment avec des recettes qui vont être inférieures aux charges et je vais créer un déficit. Et c'est ce déficit que je vais pouvoir reporter sur mes revenus d'abord locatifs si j'en ai et sur mes revenus globaux si je n'ai pas de revenus locatifs. Ouais, parce que ici, contrairement au meublé, on va pouvoir créer du déficit à partir de mes amortissements. Oui, exactement. C'est-à-dire que en meublé, je reprends mon exemple tout à l'heure, j'ai 10 000 euros de loyer, j'ai 5 000 euros de charges, je passe 6 000 euros d'amortissement. Le moins 1000, j'ai pas le droit de le passer. Je vais le reporter dans le temps, ce qui permet de ne pas payer d'impôt sur ces loyers pendant une très longue période. Ouais. En dispositif Jeanbrun, même exemple, j'ai 10 000 euros de loyer, j'ai 6 000 euros de charges, 5 000 euros de charges, pardon, je passe 6 000 euros d'amortissement. Les moins 1000, je vais pouvoir les utiliser. Je vais pouvoir les utiliser soit pour effacer des revenus locatifs que j'ai déjà, des revenus locatifs existants, soit je vais effacer 1 000 euros sur mes revenus. Donc, c'est ça qui crée l'économie d'impôt. Alors, on comprend bien l'avantage ici, d'autant plus qu'on va pouvoir créer du déficit et s'inscrire dans le cadre du déficit foncier. En revanche, le dispositif, il est parfois critiqué sur le fait que, d'une part, je perds ma liberté de fixer le montant des loyers et des plafonds de loyer qui sont classés en 3 catégories selon le zonage dans lequel je vais me situer. Est-ce que toi, tu le vis comme un vrai inconvénient, ce plafonnement des loyers, ou est-ce que finalement, ça va orienter le dispositif plutôt sur un certain nombre de marchés, sur le plan géographique en tout cas? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un dispositif, il y a déjà quelques surprises sur ce dispositif, pardon. La première surprise, c'est qu'il n'y a pas de zonage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux investir partout en France.
investir partout en France, je peux aussi investir sur des marchés locatifs qui ne sont pas porteurs, ce qui est plutôt une surprise. Donc, il va vraiment y avoir, je pense, une notion de conseil qui va être important sur trouver en fait des anomalies de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il y a 3 niveaux de loyer. Il y a le loyer intermédiaire qui correspond en gros au dispositif Pinel passé. Ensuite, on a les loyers qui sont les loyers loc-avantage. Donc là, des loyers beaucoup plus bas qui me donnent une carotte fiscale qui est plus importante, puisque je vais avoir 3,5% d'amortissement si je suis en loyer intermédiaire, 4,5% en location sociale et 5,5% en location très sociale. Donc pareil, je fais pas de politique. Les gens, évidemment, peuvent investir en disant, moi, je veux que mon argent serve à loger les gens les plus modestes. Je suis prêt à accepter un loyer à 5 euros du mètre carré si le marché est à 9. Ça, c'est un choix personnel. Moi, je suis pour conseiller des investisseurs qui, généralement, regardent des tableaux Excel et se disent comment je peux aujourd'hui investir mon argent, obtenir la meilleure rentabilité, la meilleure sécurité. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va plutôt conseiller, c'est évidemment la location intermédiaire. Parce qu'en fait, la baisse des loyers que je concède sur la location sociale et la location très sociale n'est jamais ou très rarement compensée par l'avantage fiscal. Il est un peu compensé par l'avantage fiscal si je suis dans une tranche à 45 avec des revenus fonciers pour 2% des gens. Donc on va faire la règle des 20-80, on va s'occuper des 80% autres personnes. Ensuite, les anomalies de marché, c'est quoi? Il va falloir regarder, pour faire un bon investissement Jean-Bran, si on est détracteur, on va prendre tous les marchés sur lesquels le loyer a une décorrélation évidemment très importante. En fait, si je peux me permettre, la loi elle est mal faite. Si on veut flasher l'investisseur sur le fait d'investir pour des logements abordables, il suffit de dire qu'on prend le loyer de marché et on fait moins 20. Et en fait non, là on a fait un zonage. Zone A, zone B1, zone A bis, zone A, zone B1, zone B2, comme le LLI ou comme le Pinel. Donc en fait vous avez des villes sur lesquelles je vais prendre toutes les villes qui étaient en B1 qui sont passées en zone A, d'accord? Parce qu'il y a quand même 800 villes qui ont changé de zone sur les 2 dernières années. Et en fait, vous prenez des villes comme Rennes, des villes comme Nantes, enfin tout l'arc ouest par exemple, c'était des villes qui étaient en B, voilà, qui sont passées en A et sur lesquelles le loyer de marché correspond grosso modo au loyer intermédiaire. Donc finalement, ce loyer intermédiaire se retrouve très très proche, voire égal au loyer de marché. Donc je peux me permettre d'investir dans un dispositif Jean-Bran et ne pas concéder d'efforts finalement sur le loyer puisqu'il correspond au loyer de marché. Et puis si c'est 50 centimes ou 1 euro, ça sera largement compensé. Mais même sans parler de ces 50 centimes ou de ces 1 euro du mètre carré, parce que sur 50 mètres carrés, ça fait 50 euros, d'accord? Mais il y a plein de villes sur lesquelles aujourd'hui le loyer de marché correspond au loyer intermédiaire. Donc finalement, effectivement que le dispositif Jean-Bran géographiquement, il n'est pas fait pour être performant partout. Donc, il faut mieux étudier, plus étudier. En fait, la valeur locative et le loyer de marché en U, d'un T2, d'un T3, et de regarder là où le loyer intermédiaire est le plus proche. Et à ce moment-là, ça permettra de flécher sa réflexion sur le fait, est-ce que c'est intéressant pour moi ou est-ce que c'est pas intéressant par rapport à mes objectifs? Ouais. Alors, si je peux me permettre, l'explication que tu viens de donner, on l'entend rarement. C'est-à-dire que là, ça signifie qu'on va vraiment au fond des choses. On va vraiment sur une analyse poussée à la fois sur le plan géographique, fiscal du marché, pour arriver à ce constat que tu viens de faire, que je trouve extrêmement avisé et brillant. Non, mais c'est hyper important. De toute façon, l'investisseur, il essaye toujours de trouver la martingale, il essaye toujours de surperformer le marché, il essaye toujours de faire mieux que les autres. C'est le principe de l'investisseur. Voilà. Bon, à la bourse, si tu considères que tu es meilleur que des traders qui font ça depuis 20 ans à Londres, bon, bonne chance, il y a pas de souci. Moi, je considère toujours qu'ils sont meilleurs que moi. Il y a pas de problème. Sur l'immobilier, c'est de l'analyse de marché. Soit j'investis sur un marché que je connais parfaitement. Le marché où je vis, le marché où mes parents vivent, le marché où je vais en vacances, que je connais parce que j'ai une notion. On parle d'investisseurs, voilà. Dès que je sors de ça, moi aujourd'hui chez Maslow, mes investisseurs, on fait d'abord un calcul d'enveloppe d'investissement. Donc, on va regarder leurs recettes, leurs charges, leur résidence principale, leur projet de vie également. On va déterminer une épargne d'investissement, ça va déterminer un budget d'investissement. Une fois qu'on a dit qu'on peut investir 160 000 euros, où est-ce que ces 160 000 euros, je peux les investir sur un marché locatif porteur, sécurisé, sur lequel j'ai un écart entre l'offre et la demande. Et donc peut-être en meublé, par exemple, si
je cible ça. Et bien là, sur le dispositif Jean Brun, je vais faire le même calcul en me disant, maintenant, à 160 000 euros, je peux acheter quelle surface? Dans quelle ville? Voilà. Quelle surface, quelle ville, quel est le loyer de marché? Et quand le loyer de marché est proche du loyer intermédiaire, effectivement, ça va devenir intéressant de se poser la question. On verra. Moi, je pense que l'investisseur Jean Brun, c'est pas le même investisseur que l'investisseur meublé. Donc, je pense que c'est des ventes en plus. En fait, on a perdu l'investisseur en location nue, l'investisseur Pinel qui a disparu, alors que la location meublée, voilà, moi, je suis dans un groupe qui existe depuis 40 ans. En 2022, je faisais 2500 ventes, je faisais 1000 ventes en nu, 1000 ventes en meublé, 200 ventes en ancien avec travaux. En 2025, on a fait 1290 ventes. Et je fais 1000 ventes en meublé, je fais 100 reventes en meublé et je fais 90 ventes en ancien avec travaux. Alors, tous ces chiffres sont vrais et vérifiables. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On communique avec transparence tous les ans sur nos résultats. Donc, en fait, c'est juste que mes investisseurs dans le nu, ils ont disparu. Disparu. Donc, moi, je pense que ce dispositif va permettre non pas de retrouver comme ça par un claquement de doigts, parce qu'évidemment il y a des imperfections de ce dispositif et c'est important de le souligner, mais il y a beaucoup de contribuables aujourd'hui qui vont se reposer la question, ou en tous les cas peut-être qu'on va susciter leur intérêt, un peu comme l'immobilier neuf de la résidence principale. Si aujourd'hui tu vas voir ton banquier, tu lui dis voilà, je voudrais racheter ma résidence principale, combien je peux emprunter monsieur le banquier? S'il fait bien son job, il va vous dire, vous pouvez emprunter 230 000 euros dans l'ancien, et puis, vous pouvez emprunter 260 000 euros dans le neuf. Attendez, j'avais pas bien compris, là. Oui, parce que vous habitez à Lyon, hein, j'enregistre ce podcast à Lyon. Vous êtes en zona, vous avez le droit à 100 000 euros de prêt à taux zéro. Ah bon? Ah oui. Et les frais de notaire dans le neuf, c'est 3%, dans l'ancien, c'est 9. Donc, votre enveloppe d'investissement, c'est 260 000 euros. Ah bon? Je, je savais pas. Donc, je vais regarder ce qui existe dans le neuf. Donc, en fait, moi, mon job, c'est ça. C'est tu veux investir dans l'immobilier pour préparer les études des enfants, préparer ta retraite, capitaliser en tous les cas, faire quelque chose de ton épargne d'investissement, c'est à moi de te dire aujourd'hui voilà ce qui existe sur le marché, et puis de refermer des portes petit à petit par rapport à ta situation sur l'engagement de location qui va quand même être important. Il y a des engagements. Pour avoir des avantages, il y a des engagements à respecter. Donc il faut d'abord être d'accord sur les engagements. Si on n'est pas d'accord sur les engagements, ça referme les portes et donc on oriente le conseil vers autre chose. Alors, ce qui va être quasiment ma toute dernière question, un des avantages, un des inconvénients du Jean Brun, c'est le fait que les amortissements réalisés vont se réintégrer à la vente dans le calcul de la plus-value immobilière. Pareil, quelle est ton analyse sur cet élément? Est-ce que c'est un frein fondamental à l'investissement dans le Jean Brun ou est-ce qu'il faut le relativiser? Ouais, alors il y a deux contraintes. Il y en a un supplémentaire qui est pour l'instant le Jean Brun, il est très orienté neuf et pas ancien. Voilà, il est fait pour le neuf et l'ancien, mais sur l'ancien aujourd'hui, le fait qu'il y ait 30% de travaux, c'est un premier frein. Alors, on parle d'un abaissement possible de À 30 à 20%. 20. Ouais. Ouais. Et le deuxième, c'est que la cible doit être un DPE A ou B, et donc faire de l'ancien et avoir un DPE de sortie A ou B, je peux vous dire que c'est très difficile. Donc là aussi, il y a des fléchissements qui sont peut-être à l'ordre du jour, qui seraient de gagner 2 lettres par rapport à ce que l'on Ouais, ce achète, serait ou de bien. coller le DPE aux horizons de mise en location qui sont à 2034. Mais pour le moment, aujourd'hui, pour moi, le dispositif emprunt est uniquement fléché dans le neuf, parce que c'est trop dur aujourd'hui de faire du AB dans l'ancien, ou alors il faut acheter un DPE D. Dès qu'on est, alors qu'on est censé rénover des passoires énergétiques, mais c'est pas possible de passer de FA ou de G à B. On est d'accord. Ouais. Ça c'est pas possible, d'accord? Mm. Sur les amortissements, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle, mais je l'ai dit au préambule, c'est d'abord de rapprocher la fiscalité de la location meublée des revenus fonciers. Donc aujourd'hui, le changement a eu lieu sur la location meublée. Aujourd'hui, le changement a lieu sur la location nue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles du jeu ont changé, il faut les accepter. C'est avant j'empruntais à 1, maintenant j'emprunte à 3. C'est les règles du jeu. Ça me convient, je monte dans le train, ça me convient pas, je monte pas dans le train et je continue à regarder le train passer. Ensuite, c'est de développer et de regarder, je parlais d'objectif client, la stratégie patrimoniale du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça dépend de l'âge de l'investisseur. Est-ce que ce bien, donc moi j'ai 49 ans, si j'achète aujourd'hui un dispositif Jean Brun avec un objectif de préparation à la retraite, peut-être qu'au cours de la vie de mon investissement, je vais pouvoir le donner à mes enfants.
D'accord, par exemple. Donc effectivement, ce sera des choses qui seront des possibilités. Ensuite, il y a des abattements pour délai de détention qui sont quand même importants. Ce qu'on Mmh. regarde quand on fait tourner les simulateurs, c'est soit finalement on sort très tôt dans le dispositif Jean-Brun, mais avant les dispositifs fiscaux, la loi Pinel, il y avait un vrai changement entre avant 9 ans et après 9 ans, enfin Tout à 12 fait. ans. Ouais, ouais. D'accord? C'est-à-dire que j'avais une économie d'impôt, d'un coup elle s'arrêtait, boum, je passais du mauvais côté de la force et j'étais extrêmement fiscalisé. Là, le dispositif, il dure sur 20 ans, 25, 26, 27, 28 ans. Donc pendant 28 ans, je vais pas payer d'impôt sur mes loyers. La contrepartie, c'est qu'à la sortie, je vais payer une partie de mon avantage fiscal. En gros, quand on regarde et qu'on fait tourner les simulateurs, quelqu'un qui va faire 30 000 euros d'économie d'impôt sur la durée de vie de son investissement va repayer 10 000 à la sortie. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Tu vas payer 10 000 euros d'impôt à la plus-value à cause de l'amortissement ou tu as gagné 20 000 euros? C'est Bah, toujours pareil, c'est ouais, de ouais. regarder le pour et le contre, de faire un bilan patrimonial et un bilan global de son opération. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de réintégrer les amortissements à la sortie? La Mmh. réponse est non. Mais évidemment, celui qui achète un dispositif Jeanbrun cash et qui consomme tous ses amortissements tout de suite, il se fait matraquer. Mais est-ce que c'est le bon conseil aujourd'hui d'acheter un logement en cash? Évidemment non. Mmh. Non, c'est le fléchage. Donc, Mmh. non, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, on aurait préféré que ce soit pas le cas. Oui, on aurait préféré qu'il y ait des amortissements qui soient un peu différenciés ou différenciants par rapport aux zones d'investissement, notamment le zonage, zone A, zone B1. J'ai le même avantage que j'achète un appartement dans une zone où je peux acheter un T2 à 150 000 euros que dans une zone où je peux acheter même pas un T1 à 150 000 euros. Donc évidemment qu'il y a des imperfections. Mais pour ce qui est de la règle des amortissements, les délais de détention amoindrissent quand même et affaiblissent quand même l'effet boomerang de ce dispositif. Et au final, il n'y a pas d'exemple sur lequel l'amortissement et la plus-value vient effacer les avantages que j'ai. Il n'y a pas d'exemple. Bien. Eh bien, écoute, Pierre-Emmanuel, moi je vais te remercier pour à la fois cet éclairage clair, cet éclairage qui permet de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et ça fait du bien parce que ça remet un petit peu les choses en place. Donc, on a envie de dire longue vie au Jeanbrun. Oui, exactement. Langue Jean-Marc. Très bien. Pierre-Emmanuel, merci et à bientôt. Merci Eric, à bientôt.